Bonsoir. Ce jeudi, entretien essentiellement consacré aux questions économiques et l'actualité aidant. Nous allons avec le docteur Jean-Marie Biada, qui est invité, parler de la pauvreté au Cameroun avec ses dernières statistiques qui annoncent environ 8 millions à 10 millions de Camerounais désormais en situation de pauvreté, vivant à moins de 1000 francs CFA par jour. On va également parler des difficultés de financement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Nous reviendrons sur cet échange entre la COBAC, la police des banques en Afrique centrale, et la SEDEC, la Caisse des dépôts et de consignation du Cameroun, à propos des fonds en déshérence. On reviendra enfin sur ce conseil d'administration, du moins sur la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, dont un conseil d'administration extraordinaire s'est tenu le 24 juillet à Yaoundé, à la présidence de la République. Essayer de voir les enjeux, les contours et qui sait peut-être le rôle de cette entreprise dans notre environnement socio-économique. Jean-Marie Biada, il est expert fiscaliste, il est aussi expert ONUDI, très regardant sur les questions des PME. Bonsoir, docteur. Majesté, bonsoir. Toutes mes excuses de n'avoir pas été à la cérémonie d'intronisation, mais le nécessaire sera fait en temps opportun. Je suis content d'être sur votre plateau pour la 4e fois dans ce fauteuil où je regardais des gens à distance, donc je suis très honoré de savoir que c'est les autres qui me regardent désormais grâce à l'aimable invitation que vous avez voulu me donner en me sortant de là de mes vacances médiatiques et professionnelles. Donc je suis content d'être là pour coller à l'actualité et donner à peu près le prisme de lecture sous lequel on devrait comprendre donc l'évolution de cette activité au niveau de la SEDEC, au niveau de la COBAC, au niveau de notre société nationale des hydrates de carbone non raffinés. Vous êtes doublement à remercier pour vos disponibilités. Vous l'avez dit, vous êtes en pleine rupture de vos vacances. Vous avez accepté de venir partager ce moment avec nos téléspectateurs. Et le fauteuil rouge, c'est la reconnaissance des expertises. Vous en êtes une. Alors, cela dit, peut-être de façon triviale, de façon générale, comment vous observez la situation socio-économique de notre pays aujourd'hui, avant de rentrer sur les questions techniques qu'on va aborder tout à l'heure? Disons, oui, la situation socio-économique, je la qualifierais de morose. Elle n'est pas encore rose. Mon souhait eût été que cette situation fût rose, de façon générale et non simplement par endroits dont la situation est morose. Nous sommes par exemple à Akwa. J'ai souvent dit à certains de mes étudiants que non, pour évaluer la performance sur le niveau de santé d'une économie, il ne faut pas forcément prendre les prismes ou les grilles qui ont été élaborées sous d'autres cieux. Vous venez simplement ici chez nous au Cameroun, je prends le cas de Douala, je leur dis calculer le nombre de alloués au mètre carré pour savoir qu'une économie est en situation de morosité. Regardez le nombre d'alloués. Alloués, ça veut dire quoi? Vous venez par exemple à Akwa. À l'époque, il y avait un magasin ici. À l'époque, il y avait une boulangerie par là. Si vous venez à passer par là maintenant, vous ne voyez que les alloués. Donc, on voyait 3 alloués au mètre carré. Ça veut dire que la situation d'ensemble est morose. Par contre, lorsque vous revenez 2 mois ou 6 mois ou 1 an, 2 ans plus tard, vous ne voyez plus ces alloués. Vous comprendrez donc que l'économie s'est inscrite cette fois-là sur une pente ascendante. Donc, on est en train de passer d'une situation morose à une situation rose. Et c'est mon souhait le plus ardent. En d'autres termes, le mobilier est un indicateur de, peut-être pas croissance, mais d'aisance économique. De la santé d'une économie, même de la croissance. En économie, on dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Donc, le nombre de grues que vous voyez dans une ville, c'est un indicateur de la croissance dans ce pays-là. Si vous venez dans un pays, on ne construit pas. Alors, vous allez évaluer la croissance comment? Surtout que la route est un facteur de croissance. Vous êtes par exemple ici à Douala, prenons l'exemple de ces cimenteries qu'on a créées partout. 5 millions de tonnes, pour le cas de Douala, Douala ne peut absorber que 2,5 millions de tonnes. Donc les autres 2,5 millions supplémentaires doivent être évacués par la voie des rails, par la voie... malheureusement, l'économie fluviale est encore embryonnaire chez nous, donc pas par la voie des eaux, mais on va aller par la voie de la route, soit par les rails. Donc, résultat de coup, si vous n'aménagez pas bien vos infrastructures de mobilité, il est de fortes chances justement que l'économie en prenne un coup. C'est-à-dire quoi?
des gens qui avaient estimé que le Cameroun a désormais un marché captif en matière de cimenterie. Vous mettez sur le marché 5 millions de tonnes, mais le site que vous avez mis consomme 2,5, dont la moitié, mais il reste encore 2,5, 2 millions de tonnes et demi que vous n'avez pas pu évacuer. Donc oui, je le confirme, le nombre de grues que vous voyez dans une ville atteste de la bonne santé d'une économie. Le nombre de alloués en très petite quantité atteste également de ce que l'économie se porte bien. Par contre, lorsque les grues sont certes élevées, mais ne bougent plus, les magasins, les grilles qui généralement étaient ouvertes le matin et refermées le soir ne s'ouvrent plus le matin, cela indique de ce que l'économie ne se porte pas en bon état et que dans ce cas de figure maintenant il y a des formules à appliquer, hein. C'est connu en économie, soit vous relancez l'économie par la demande ou alors vous la relancez par l'offre. Et pour notre cas, malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir offrir à nos populations ce qu'on appelle les moyens de paiement. Donc, cette voie-là est souvent très difficile pour des pays comme le Cameroun, qui n'ont pas de pays, le pouvoir de battre monnaie, de pouvoir s'appuyer sur la relance de l'économie par la distribution des moyens de paiement aux populations. Mais il se passe aussi, malheureusement, M. Dipita, pour rester là-dedans, que l'État se livre un peu à cette formule-là, c'est-à-dire relancer l'économie en distribuant les moyens, indirectement les moyens de paiement. Je vous prends un exemple. Restons dans le domaine des communications électroniques, c'est sans publicité. MTN, c'est 700 salariés, Orange, c'est 700 salariés, mais la grand-mère qui est en place, créée depuis 1998, elle a 3-4 fois ce nombre de salariés. Qu'est-ce que l'État fait? Ce n'est pas parce que l'État est bête. L'État est en train de vouloir relancer l'économie en distribuant indirectement les revenus à ses populations. Parce qu'en fait, quelle est la nationalité de MTN? Elle n'est pas camerounaise. Orange, elle n'est pas camerounaise. Donc, Camtel, par contre, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Donc, il y a ce pan-là qu'on ne doit pas oublier. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui appartient à l'État. Et l'un de nos maîtres à penser, Karl Marx, disait que les entreprises publiques, à un moment, servent de fonds de clientélisme politique aux entrepreneurs politiques. Résultat de course, vous allez donc voir que une structure comme celle-là va avoir 2, 3, 4 fois le personnel des concurrents et ne fait même pas le chiffre d'affaires des concurrents. C'est ça encore le plus curieux. Donc le choix de la performance est mis de côté au profit du social. Le choix de la performance est mis entre parenthèses. C'est-à-dire quoi? La priorité, ce n'est pas la performance. Ou si vous voulez bien, la performance économique, mais plutôt la performance sociale. Absolument. Parce que qu'est-ce que l'État va se retrouver à dire à ses enfants qu'il a formés? L'État lui-même crée une école de télécommunications, forme ses ingénieurs là-bas, forme ses inspecteurs là-bas, forme ses contremaîtres là-bas. Ils sortent maintenant, ils n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que l'État peut bien leur dire? Donc l'État, à un moment, leur dit, bon, tiens, la performance, on va y aller à 50%, mais pour ce qui est du rôle de l'État, la Constitution le dit même chez nous, l'État a l'obligation de donner du travail à ses enfants. L'État a également l'obligation de les former. Alors, est-ce que l'État va donc former ces gens et ne pas les recruter? C'est la raison pour laquelle certaines entreprises du secteur public et parapublic, à qui on fait signer souvent des contrats de performance, de mon point de vue, c'est un peu de la triche. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur rôle d'exercer des activités purement commerciales ou purement industrielles. Il y a un pan social que ces gens doivent réaliser. On restait dans le sujet. À une certaine époque, vous allez voir la Semri, par exemple. La Semri, je suis à Yagua, je dois partir de Yagua pour Maga. Il y a 2 ou 3 ponts qui sont effondrés en route. On envoie l'information au ministre des Travaux publics qui ne réagit pas. Vous retrouvez donc société agricole ou agro-industrielle en train d'aller faire des ponts. Si vous ne faites pas les ponts, votre site de Maga, vous évacuez la récolte comment? Donc vous vous retrouvez en train de le faire et on tolère. Donc je prenais ces exemples pour dire que non, un pays peut ne pas avoir assez de moyens, le pouvoir de battre monnaie pour relancer son économie en distribuant les moyens de paiement à ses populations, mais il peut créer des instruments qui lui permettent donc de donner indirectement ces moyens de paiement à ses populations. Parce que lorsqu'on vous recrute donc dans ces entreprises-là, le salaire qu'on vous donne est donc une façon indirecte de vous doter des moyens de paiement en permanence qui vous permettront donc d'acheter ce que les industriels auront proposé en vente sur le marché et par là donc faire remonter l'économie. Venons donc à la situation au niveau de la pauvreté au Cameroun. En 2022, environ 4 personnes sur 10 étaient pauvres, soit 37,7% de la population. Ainsi, sur une population estimée à près de 26,7 millions d'habitants en 2022, 10 millions de personnes vivent avec moins de 813 francs par jour, soit 24 000 poussières.
par mois. Ce sont des statistiques de l'Institut national de la statistique, l'instrument qui est habilité à, l'institution qui est habilitée à étudier ce mécanisme, ces phénomènes-là. Vous êtes surpris? Personnellement, pas du tout. Mais je suis passablement déçu, parce que l'INS, quand même, c'est l'ancêtre de la direction de la comptabilité nationale de la statistique. Et une fois que l'État a donc créé l'INS, je crois, en 2005-2006, on a supprimé donc cette activité au niveau des ministères. L'INS devrait, à mon sens, être un centre de recherche pour trouver des outils au niveau local qui nous permettent d'appréhender ces phénomènes-là. Lorsqu'on vous dit que les gens vivent avec moins de 800 francs, monsieur Dipita, ben, le prix du carburant a augmenté de 41% en l'espace de 13 mois. Donc ça veut dire que celui-là, même s'il avait la moto, il ne pourrait pas bouger avec sa moto, puisque le prix de l'essence est de 840 francs. Et c'est le diesel qui est à 828 francs. On était à 570, on est passé à 750, et puis 728, et puis on est passé à 828. De mon point de vue, l'INS doit chercher des outils pour appréhender ces phénomènes ici chez nous. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on dit que les gens vivent avec moins de 813 francs, on occulte par exemple le fait que chez nous, la solidarité africaine fait vivre les gens, monsieur Dipita. Sans moyens, sans ressources, dans l'arrière-pays, en saison de maïs, je n'ai pas besoin d'avoir cultivé le maïs avant pour pouvoir consommer ce maïs. Les gens qui ont cultivé le maïs vont me donner du maïs pendant toute la saison. Je n'ai pas besoin d'avoir dans mon verger les oranges. En saison d'orange, je suce les oranges sans payer. En saison de mangue, pareil. J'ai besoin de consommer du pamplemousse, c'est la saison. Je ne me dérange pas. Donc la solidarité, donc cette variable que l'INS, avec les grilles d'analyse qui nous viennent d'ailleurs, ne parvient pas à maîtriser. Donc vous dites que ce chiffre peut être amoindri? Oui, bien entendu, parce qu'en fait, avec 815 francs, vous ne pouvez pas vivre. Ça, c'est certain. Vous ne pouvez pas là. Parce que quand lui dit que celui-là a vécu avec 815 francs, arrondissons ça à 1000 francs pour alléger la tâche, et puis on multiplie par 30, ça fait 30 000. Mais, monsieur Dipita, on avait 30 000 francs. Il faut donc, nos maîtres à penser en économie disent qu'il faut prendre un tiers pour le logement, un tiers pour l'alimentation, et un tiers pour épargner. Attendez, donc celui-là va épargner 10 000 francs, il paye sa maison à 10 000 francs, il reste 10 000. Est-ce que quelqu'un, normalement, constitué ou même malade, peut vivre avec 10 000 chez nous? Il ne peut pas. Donc, il y a des phénomènes qui se passent en sous-main et que les prismes de perception de l'INS, que l'INS utilise, parce que c'est ce qui est fait ailleurs, c'est ce que l'INSEE en France a utilisé, c'est la méthode Atlas de la Banque mondiale. Donc, quand on arrive ici, on applique ça sans tropicaliser ces outils-là. Et résultat de course, les résultats qu'on donne peuvent être à 1000 lieues de la réalité. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Pour sentir que la pauvreté est rampante ou alors ambiante, par exemple, chez vos villages, monsieur Dipita, vous allez là-bas au deuil, vous voyez de jeunes enfants venir avec la tignasse non peignée, un plan en main, et les vieilles personnes viennent dans leur dos, se mettent à distance respectable, et vous voyez en train de pleurer, personne n'est ému. Personne n'est ému. Et ils attendent que vous ouvriez le service traiteur. C'est ça qui les a amenés. Si vous voyez donc ça dans des villages de façon généralisée, ça veut dire que la pauvreté est rampante à ce niveau-là. Mais s'il y a des villages dans lesquels vous allez, vous voyez que ces enfants sont là, certes, mais ils sont dans leur tente, ils sont contents, ils jouent. Ça veut dire qu'il y a certes la pauvreté, mais la variable solidarité africaine a joué au point que quand les gens font donc le buffet ici avant d'aller au village, ils pensent à tout ce beau monde-là. Résultat de course, leur bien-être vient masquer un peu la misère ou alors la précarité que ces gens-là vivent. Quand l'INS va analyser ça, il ne prend pas ça en compte. L'indice de développement humain, ça c'est l'un de nos maîtres à penser également, professeur Amartya Sen, prix Nobel 1998 de l'économie. Amartya Sen qui a développé ça pour le compte du programme des Nations Unies pour le développement. Il dit que l'indice de développement humain s'appuie sur 3 variables. Première variable, le PIB, produit intérieur brut, c'est connu déjà. Mais il prend la deuxième variable qui est l'espérance de vie à partir de 15 ans. Quand vous venez dans un environnement où on n'a pas fait de recensement depuis 18 ans, monsieur Dipita. Bien sûr, les données sont biaisées. Biaisées complètement. Vous vous appuyez simplement sur des projections. Deuxièmement, taux de scolarisation. Il faut prendre donc le taux d'alphabétisation et puis l'espérance de vie à partir de 15 ans. Et je combine maintenant au PIB pour trouver l'indice de développement humain. Et vous constaterez donc que chaque fois que nous allons dans ces classements-là, les 32 pays
Dernier pays du classement, M. Lipita, en dehors de nos frères haïtiens, les 31e restent dans les Africains. Et c'est normal parce que c'est les grilles de perception de ces gens-là. Donc pour moi, j'exhorte du haut de cette tribune-ci, l'INS par exemple, à être un centre de recherche pour trouver des outils qui vont nous permettre de bien mesurer ce qu'on appelle le taux de pauvreté. Et par quel mécanisme l'INS peut devenir un centre de recherche? Quelles sont les réformes qu'il faut mener pour cela? Comme ils ont un budget, ils peuvent créer donc un département dédié uniquement à la recherche et à l'innovation, parce que la recherche seule ne suffit pas. Il faut également l'innovation, parce que si tu viens avec un outil pour appréhender une réalité économique, une réalité sociale, et c'est très difficile de restituer cela. Je vous prends un exemple. Lorsque vous voulez représenter quelque chose en mathématiques, vous avez 3 repères. Soit vous êtes sur repère, dimension unique. Donc, c'est le repère euclidien, ça peut être un trait, ça peut être la longueur, la largeur ou la hauteur seule. Mais si vous combinez maintenant les deux, longueur et largeur, vous êtes dans le repère cartésien. Si vous faites longueur, largeur et vous ajoutez maintenant une troisième dimension, dont la hauteur, vous êtes dans l'espace. On appelle ça la révolution copernicienne. C'est Euclide. Donc, jusqu'ici en mathématiques, on parvient à représenter un phénomène dans l'espace, donc 3 dimensions. Si vous, maintenant, en tant qu'INS, vous faites donc une découverte, et pour représenter ça, il faut chercher un repère à 4 dimensions. Depuis au moins 1000 ans, on n'a pas encore trouvé un repère à 4 dimensions. Vous voyez donc très bien que la recherche, ça a été une bonne chose, mais l'applicabilité, l'innovation ici ne vaut pas la peine, est très problématique. On va vous dire non, ça ne vaut pas la peine, on va continuer toujours à travailler avec le repère, par exemple, copernicien, X, Y, Z, pour représenter un phénomène. Donc oui, ils ont un budget, c'est un établissement public administratif, et les donneurs d'ordre internationaux également leur mettent parfois beaucoup d'argent pour réaliser par exemple ECAM 1, ECAM 2, recensement, emploi et enquête sur l'emploi et le secteur informel. J'ai suivi ça en 2005, ils ont encore fait ça je crois en 2015 et ils sont même en passe encore de faire un 3e recensement. Donc c'est beaucoup d'argent. Il faudrait également qu'ils dégagent un quantum de ces financements-là pour mettre à la disposition de leur département recherche et innovation qui nous donnerait donc vraiment assez d'outils pour pouvoir appréhender la réalité économique ici chez nous. Par contre, si ce n'est pas le cas, s'ils prennent toujours la méthode Atlas de la Banque mondiale, la méthode appliquée par le CRNS en France, pour appliquer ici, ils vont tomber sur des résultats pratiquement hors sol, et comme celui-là, du genre inadapté, incompréhensible. Alors, une fois ce diagnostic posé, quelles sont les principales causes donc de cette extrême pauvreté que l'on trouve au Cameroun? Alors, la pauvreté même déjà, c'est quoi, Monsieur Lipita? Vous allez relativiser? Non, je ne relativise pas, je vais expliquer ce que c'est. D'accord. Parce que la pauvreté, le Cameroun, aujourd'hui, nous sommes avec la stratégie nationale de développement 2030. Mais cette stratégie a été précédée par le DSE. SND. Oui. SND, la stratégie nationale de développement. Tout à fait. Elle a été précédée par le DSE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui également a été précédé par le document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui nous a permis d'atteindre le vendredi 28 avril 2006 le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et dans ce document, donc, c'est là où je voulais en venir. Ils ont pris 27 pages, M. Lipita, pour définir ce que c'est que la pauvreté. Ce qui fait qu'à la fin, eux-mêmes, ils en étaient arrivés à la conclusion selon laquelle pauvreté, c'est 3 mots. État de manque. État de manque. Donc, ils ont voulu relativiser à ce niveau. Mais en réalité, de mon point de vue, quand on parle de pauvreté, c'est à la base peut-être d'abord économique. Pour ce qui est d'un pays. Parce qu'en fait, on peut mettre par exemple l'éducation. Mais si vous n'avez pas les moyens pour assurer l'éducation de votre enfant, à M. Lipita, si vous n'avez pas les moyens pour payer le corps enseignant, pour payer tous ceux qui vont encadrer, pour payer les évaluateurs, pour payer tous ceux qui sont dans le circuit de l'accompagnement de cet enfant-là, il y a de fortes chances que tout ce qui va passer à faire pendant 10, 15, 20 ans, ça ne donne pas grand-chose. Donc, pour moi, parler de pauvreté ici, c'est évoquer d'abord le côté économique. Lorsqu'on a donc ces moyens économiques, mais bien entendu, je ne nommais pas le fait qu'il y a un côté également immatériel. En tant qu'expert en mise à niveau des entreprises, nous mettons les entreprises à niveau du point de vue matériel et du point de vue immatériel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a une variable sur laquelle, surtout immatérielle, parce que même si on vous met de l'argent à disposition, vous êtes malhonnête. Vous êtes un monsieur qui prend à défaut la morale. Vous êtes directeur général quelque part pour toutes les filles qui arrivent là pour les recruter, promotion canapé.
Si vous êtes malade, il nous est arrivé, monsieur le député, d'apprendre que dans certaines sociétés, il y avait un monsieur qui s'amusait à faire cela, malgré son état de santé. Et il ne choisissait que des femmes mariées. Vous pouvez imaginer des choses comme ça. Donc même si vous mettez, c'est pour relativiser ce que j'ai dit. Même si vous mettez 1000 milliards à disposition de celui-là, ça ne servira à rien. Absolument. Puisque son objectif, ce n'est pas de développer la boîte, c'est peut-être sans doute de se venger en disant qu'il n'est pas né avec cette maladie, dont sans doute tous ceux, ou toutes celles, surtout celles qui ont un beau visage, qui vont passer par là, vont écoper. Malheureusement, pour moi, donc la pauvreté, telle que nous l'avons constatée, c'est dû beaucoup plus au fait que la crise qui a sévi pendant 20 ans ici, a mis le Cameroun dans un état de croire que c'était une façon de vivre désormais. C'est-à-dire quoi? L'État n'envisageait plus de dire je vais donner de l'argent. Vous voyez, l'État a assez de moyens. Au lieu de donner la bourse aux étudiants, on dit bon, on va donner exceptionnellement un petit quelque chose là, comme prime d'excellence universitaire qui arrive une fois par an. Donc c'est pour cette année-ci, on laisse même passer l'année, et c'est l'année qui suit qu'on donne maintenant pour le compte de l'année précédente, alors que la prime doit venir encourager donc l'excellence. Le Cameroun ayant continué à vivre comme ça, il est donc arrivé malheureusement qu'on donne comme l'impression qu'un cadre peut vivre avec 220 000, un cadre peut vivre avec 300 000. Ce n'est pas vrai, monsieur Dipita. Nous, jeunes, à l'époque, on rêvait d'être enseignant. Pourquoi? Mon enseignant au collège nous a dit qu'il touchait 450 000, monsieur Dipita. 450 000 francs. Nous sommes là en 85, 86, 87. Un jeune frère avait, pas jeune par rapport à moi, jeune qu'il était à l'époque, il a eu son bac, il arrive à l'université, il monte, il descend, il cherchait son bac au ministère. Son bac avait déjà été retiré. Il était allé s'inscrire en maths info et il s'apprête maintenant en septembre à aller chercher je ne sais quoi pour aller s'inscrire. On lui a dit tu as une information ici qui t'attend. Il avait déjà été recruté par l'État comme enseignant de mathématiques et on l'avait déjà affecté quelque part. Seulement la prime pour qu'il aille là-bas était très gros entre ses mains qu'il a oublié d'aller encore à l'université. Donc l'État à l'époque mettait ses moyens de paiement à la disposition de ces populations et on était donc convaincus qu'une belle vie n'est menée qu'avec des moyens conséquents. Absolument. Or, nous nous sommes retrouvés avec la crise maintenant, M. Dipita, nous sommes là en 93, baisse de salaire. Quand on dit baisse de salaire, indirect. Parce qu'à l'époque, il y avait dans nos salaires ce qu'on appelait la SP, la surtaxe progressive, M. Dipita. Donc nous sortions de l'école. L'État vous obligeait, lorsque vous avez commencé à travailler, à vous marier. Quand vous étiez marié, vous touchiez 450 000. Moi, je n'étais pas marié. Je payais 167 000 francs de surtaxe progressive. Il y avait une taxe là qui dissuadait les gens à manger l'argent de l'État, soit en entreprise, même dans le privé, en disant je joue d'abord la vie. Donc, résultat de course, des gens se mariaient rapidement et il y avait les moyens pour s'occuper de ces enfants. Le Fonds monétaire estime qu'un magistrat peut toucher 80 000 et aller plaider, aller rester, garder tout son sang-froid pour trancher une affaire de l'ordre de milliards. On a laissé passer, on a baissé les salaires. Et le médecin, je dis ça avec un pincement au cœur, parce que nous avions des frères médecins à l'époque, M. Dipita. C'est des gens qui étaient à 400, 500 000 francs, sans compter les voitures. Nos frères qui allaient à l'école normale, tous sortaient avec, quand on payait le rappel, ils achetaient une Lada. Les gens peuvent aller au marché Congo aujourd'hui acheter un poste téléviseur. Ça coûtait 800 000, monsieur. C'était tout à fait une fortune. Et comme ils allaient à l'école normale, il y avait cet argent. Puisqu'à l'école normale, tu es déjà fonctionnaire. Absolument. Et quand tu sors maintenant, on te fait le rappel. Donc voilà ce que l'État a fait à l'époque. Distribuer les moyens de paiement à ces populations pour mener une vie décente. Subitement, on a cassé tout cela. On a maintenu tout le monde sous la barre fatidique de 200 000, 250 000. Résultat de course, des comportements pervers se sont développés. Quelqu'un dit, moi je suis ici dans une administration d'assiette. L'État, si je laisse ce monsieur passer, au lieu de payer les impôts de 2 milliards à l'État, qui va me donner 200 000 francs, il a tendance, M. Dipita, à prendre, je ne justifie pas ce qu'il fait, mais je suis en train de dire que non, il peut être porté, voilà, il peut être porté à dire, bon tiens, il me propose 20 millions. Quand quelqu'un qui touche 200 000 par mois, 10 mois, ça fait 2 millions. 100 mois, ça fait 20 millions. Lui, il en a proposé 40. Donc, 200 mois. 200 mois, c'est son salaire de pratiquement 25 ans qu'il a touché tout d'un coup. Les gens ont fini par aller de ce côté-là, privant l'État de quelques moyens qui lui auraient permis de mettre le plus grand nombre à l'aise. Monsieur Dipita, c'est une bonne chose pour l'État de distribuer les moyens de paiement à ses populations. Moi, par exemple, j'ai fait l'école primaire et mon père n'a payé qu'à la maternelle. C'était fini.
Le reste, maintenant, à la fin d'année, ceux qui avaient bonne note en système métrique, on te donne le livre pour l'année qui suit. Meilleure note en mathématiques, en géographie, en sciences, on te donne ça. Et à la fin, il n'y avait pas encore d'électricité là-bas. On te donne la lampe tempête, la lampe Aïda, et un petit chèque de 9 000 francs. Est-ce que notre État a encore le potentiel pour revenir à ces politiques publiques-là? Bien entendu, quand nous voyons par exemple ceux qui sont dans les administrations d'ACEP, le FMI sur le dos tous les jours. Le FMI ne peut pas refuser que le Cameroun s'occupe bien de ses populations. Puisque le FMI sort d'un pays, est-ce qu'à New York, un cadre du FMI touche 250 000, M. Dipita? Pourtant, nous sommes sous programme et tous les jours, augmenter les taxes, augmenter le carburant, baisser les salaires. Chaque fois que les missions là, viennent à Yaoundé... Non, ce n'est pas dû à ça. J'ai même d'ailleurs fait une proposition sur un de vos confrères en matière de finances publiques. Moi, je suis pour que le Cameroun, je parlais là de la recherche et de l'innovation, je fais une proposition, que l'État puisse y éviter maintenant les prismes de la finance publique à l'époque où je dis, je vote mon budget en équilibre, en recettes, en dépenses. Absolument. J'ai 20 millions d'habitants, mon budget c'est... J'ai 4 millions d'habitants, mon budget, tout ce que j'encaisse, je dépense. Je passe à 10 millions d'habitants, tout ce que j'encaisse, je dépense. Absolument. Je passe à 30 millions d'habitants, tout ce que j'encaisse, je dépense. Et pour le cas du Cameroun également, M. Dipita, je vous fais une révélation. En 1970-71, le Cameroun doit organiser une Coupe d'Afrique là en 72. Son budget était de 43 milliards. Le budget de l'État fédéral. Le budget de l'État fédéral. Je me suis amusé à aller même lire la loi de règlement. Et la loi de règlement dit que cette année, le Cameroun a réalisé son budget à 38 milliards. Avec un excédent de 4 milliards. Mais en même temps, à l'époque, on était 5 millions, peut-être moins de population. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est l'intention de vouloir faire en sorte que l'État devienne un agent économique qui épargne. Ah, d'accord. L'État doit pouvoir épargner. D'où vient-il que l'État, par exemple, vous dit, M. Dipita, dans votre village, on va construire 5 ponts, on va construire d'autres ouvrages de franchissement, des puits d'eau. Et à la fin de l'année, tout le monde sait que cela n'a pas été fait. Et l'année qui suit, l'État considère que c'est fait tout à fait qu'il n'y a plus de budget. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont dans le circuit de gestion de ce paiement, c'est des gens qui sont fortement embourgeoisés. Directeur général de ceci, directeur général de tous ceux qui sont dans ce circuit-là. Personne ne ramasse des chimères dans la rue. Or, vous savez très bien que c'est des gens qui vont au travail matin et retournent le soir. Donc, ils n'ont pas un autre métier. Si on les retrouve donc à la tête des fortunes, c'est l'argent qui sort directement du trésor public. Il ne faut pas être sorcier. L'État peut retourner à cela. Donc le problème avec le fonds, c'est que le fonds dit par exemple, ce que je suis en train de dire, le Cameroun peut voter son budget en déséquilibre. J'explique en termes simples. Budget de l'année 2024, 6 000 milliards, 6 472 milliards. Au lieu que le président prenne au mois de juin une ordonnance qui augmente le budget de 538 milliards et ça passe maintenant à 7 278 milliards. Qu'est-ce que l'État peut faire? On peut regarder exactement ce qui a été fait. Si cela n'a pas été fait jusqu'à la fin de l'année, on reconduit carrément la même chose pour l'année qui suit, même si on augmente les entrées. Et à la fin, on aura donc un delta qui va augmenter, c'est-à-dire l'épargne. Donc on va dire entrée, par exemple, 8 000 milliards. Ce qu'on va dépenser en 2025, ça sera de 5 000 milliards. Donc il y a une épargne de 8 000 moins 5 000, ça fait 3 000. D'autant plus qu'au constat, les budgets d'investissement public ne sont pas toujours consommés à bon escient. On l'a dit, tourne autour de quoi, 15, 20, 30% après chaque année. Ne sont même pas consommés, M. Dipita, ce qui est très curieux. Puisque généralement, le budget d'investissement public est de 1/3 du budget global, à peu près. Et le budget de fonctionnement, qui est donc 2 fois plus lourd que le budget d'investissement, il est intégralement consommé. Il est intégralement consommé. Sur les 6 400 milliards que j'ai évoqués tout à l'heure, le budget de 2024. Mais les salaires et missions du personnel, c'est à peu près 1200 milliards. 1200 milliards. Et le reste maintenant, achat, dépenses en achat de biens et services, service de la dette. Et j'ai même comme l'impression, M. Dipita, que le service de la dette qu'on honore ici seulement, c'est le service de la dette extérieure. Absolument. Moi en tant que... je fais là le plaidoyer, oui, je fais là le plaidoyer des PME. L'État ne peut pas continuer avec un stock de dette de 13 070 milliards en juin 2024, s'intéresser seulement à payer les 8 000 milliards
de la dette extérieure. Absolument. Et lorsqu'il est question de nos petits 4 000 milliards ici, on dit que non, le chef de l'État instruit le ministre qui a débloqué 200 milliards. Mais quand on fait 200 milliards sur 4 000 milliards, M. Dipita, 10% de 4 000 milliards, c'est 400 millions. 400 milliards. Mais peut-on donc évaluer l'impact de cette politique publique dans l'objectif de lutter contre la pauvreté? Est-ce que toutes les initiatives, ou alors l'essentiel des initiatives du gouvernement, ces initiatives-là réussissent-elles au moins à peser, à alléger, et qui sait peut-être espérer qu'on puisse en sortir? Ma position est claire. Okay. Il faudrait que tous ceux qui sont dans les administrations d'assiette cessent de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire prendre des libertés par rapport à la gestion des fonds publics, M. Dipita. Vous débarquez à Yaoundé, vous allez à l'hôpital général, je vous indique l'endroit, c'est le nouveau Ngousso là-bas. C'est des R+5 meublés, R+5 meublés partout là-bas, et vide. Et vide, parce que quel est le Camerounais? Le chef de l'État nous aide quand même chaque fois en prenant un décret pour nous montrer le solde de base des personnels civils et militaires. L'année dernière, ça avait été fait et en février, ça a encore été fait. Donc nous voyons leur salaire de base, ce n'est pas grand-chose. Et ce n'est pas eux qui iront donc vivre dans des appartements meublés de 60 000 francs par jour lorsqu'on vous a fait une fleur. 60 000 francs par jour, M. Dipita, c'est 1 800 000 par mois. En 10 mois, c'est 18 millions. En une année, je suis à 3,6 millions. Je suis largement au-dessus de 20 millions. Vous allez trouver ces moyens où? Donc la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les administrations d'assiette ont privé l'État de ses moyens. En d'autres termes, renforcer les moyens de lutte contre la corruption et les détournements. Non plus à ce stade-là. C'est-à-dire que l'État puisse, par exemple, venir dire, bon, l'immeuble s'y appartient à qui? Si vous ne parvenez pas à venir dire que ça m'appartient, vous justifiez. L'État réceptionne. On met dans son patrimoine. Tout à fait. Je vous prends un exemple. Quand, et là, je vais parler un peu du droit douanier. Quand vous importez une marchandise et l'État vous arrête, est-ce que vous avez initialement levé la déclaration d'importation de cette marchandise? Vous dites non. L'article 409 du Code de douane, c'est marqué clair. On saisit d'abord le corpus delictis, donc on saisit d'abord cette marchandise, et puis on vous frappe une pénalité de 300%. Donc c'est possible. L'État dit, le monsieur, si je lui donne 250 000 francs par mois, et j'ai même commencé à donner 250 000 quand il a atteint le grade de directeur, parce que ceux qui sont là-bas, ceux qui sortent de l'école, on a eu des camarades de classe avec beaucoup de galons, monsieur Dipita, qui nous ont dit non. Moi, je suis à ça. Quand vous dites là-bas, je vois Douala, étudiant, vous travaillez dans le privé, nous faisons des cotisations, on va mettre 200 000 par mois. Moi, je suis à, voilà ça, je suis à moins de ces 200 000 là par mois, avec tous les galons que vous voyez. Donc, résultat de course, l'État peut commencer déjà. Je dis que l'État le fait pour dissuader ceux qui doivent continuer encore à faire ce qu'ils font, M. Dipita. Parce qu'il y a autre chose que je n'ai pas voulu dire, mais malheureusement, je vais le dire. La pauvreté à laquelle nous faisons face, la grosse difficulté, c'est dû également à ces accords de libre-échange. Cet espace, je veux dire quoi? Cet accord, c'est exactement ça. Accord de libre-échange bilatéral entre le Cameroun et l'Union européenne, qui est rentré en vigueur, j'ai la date en tête, le jeudi 4 août 2016, le Cameroun a à peu près 100 000 lignes de marchandises qu'on importe. On prend 71%, M. Dipita, et on va donc défiscaliser sur 20 ans. Premier groupe de marchandises, au bout de 4 ans, totalement défiscalisé. Donc ces marchandises entrent ici en franchise de droit de douane. Absolument. Deuxième groupe de marchandises, sur 7 ans, à partir de 2018, ça rentre en franchise de droit de douane. Donc à la fin de l'année, là, deuxième groupe de marchandises. Et enfin, le troisième groupe de marchandises qui a un rendement fiscal élevé, les carburants et tout ce qui est produits pétroliers. Sur le troisième groupe, on défiscalise ça lentement, taux de 15%. Donc 2029, 2030 ou plus tard, ça rentre en franchise de droit de douane. Résultat de course, je vais expliquer ça en thème simple. Ça veut dire que vous qui aviez votre douane qui se tenait à la frontière et qui prélevait les droits de douane sur 100 marchandises, vous demandez à la douane désormais de ne prélever les droits de douane que sur 29 marchandises. Les 71 là rentrent sans payer les droits de douane. Et il n'y a plus que 29 marchandises sur lesquelles on va payer les droits de douane. Et à l'époque, on faisait, la douane rapportait au budget de l'État 500 milliards. Pour cette année, on est à 800 milliards qu'on attend de la douane, uniquement sur ces quelques lignes, 29 avec quelques lignes supplémentaires. Mais vers 2030, comme ça, on sera simplement à 29
ligne de marchandises qui doit vous rapporter Mais 1000 tout le milliards. monde- Résultat de course, donc, M. Dipita, on est obligé à un moment, lorsque au niveau de la fiscalité, le porte c'est déjà trop coincé, on va maintenant au niveau de la fiscalité. Mais vous les experts, vous le dites au gouvernement tous les jours. Je présume qu'ils en sont conscients. Mais qu'est-ce qui peut justifier et expliquer qu'on reste sur une politique qui nous est défavorisée? Même moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi, M. Dipita. Parce qu'en fait, généralement, les accords de libre-échange, c'est entre des espaces un peu plus larges. Ce n'est pas entre un pays et un espace grand. Absolument. Ce n'est pas, soit ça peut être entre un pays et un deuxième pays, c'est-à-dire le Cameroun et l'Angleterre. Latéral. L'Angleterre, par exemple, est sortie de l'Union européenne Exact. en appliquant donc l'article Brexit. 50 des accords de Maastricht. Elle est sortie après 5 ans dans le cas du Brexit. Mais elle s'est rapidement arrangée à venir signer encore avec le Cameroun cet accord de libre-échange qui lui garantit tous les avantages qu'elle avait donc en tant que membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je crois peut-être que la décision parfois est éminemment politique. Elle n'est pas économique. D'accord. Parce que si ça avait été économique, le Cameroun quand même, si je prends la phraséologie de l'Union africaine, se trouve dans un espace où il y a 3 serres, communautés économiques régionales. Vous avez la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. D'accord. Vous avez la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et vous avez la Communauté économique des pays du Grand Lac. Le Cameroun aurait pu donc s'appuyer sur la CEMAC, par exemple, Pour signer 5 ces pays, accords. ou sur la CEAC, 11 pays, pour signer cet accord. Or, le Cameroun s'est tiré seul, le Tchad n'était pas là, la Guinée équatoriale encore moins, la République centrafricaine, qui n'a que 292 milliards de budget, M. Dipita, qui n'a que 900 milliards de dettes. C'est une actualité que je commande chez vos confrères. Donc, eux-mêmes, vous voyez, ils sont tout petits, ils n'ont pas pu se mêler à cette histoire, comme pour dire que ce qui a pu motiver peut-être l'État, ce n'est pas l'économie, il y avait peut-être des visées purement D'accord. politiques derrière. Et je conclue pour rester là-dessus, pour dire que c'est la veille, le mercredi 3 août 2016, que le chef de l'État a pris le décret portant règles d'origine. Donc, il fallait dire la marchandise qu'on va exempter. Elle sort d'où? De l'Union européenne. Le chef de l'État a précisé ça dans son décret donc, du mercredi 8 août 2016. Une fois que c'est établi que la marchandise vient de l'Union européenne, bien entendu, elle rentre chez en franchise de Tranquille. droit de douane. Mais je conclue là-dessus pour dire que je suis un peu déçu des résultats. Parce que les produits du groupe 1, par exemple, les arômes, c'est avec ça qu'on utilise pour nous proposer sur le marché les boissons gazeuses. Top ci, top ça, ou ainsi de suite, sans faire la publicité. Avant, ces arômes entraient ici en payant des droits de douane. Absolument. L'État a dit non, désormais, vous ne payez plus ces droits de douane. Et ces entreprises brassicoles-là ont bénéficié de plus de 500 millions d'exemptions en termes de droits de douane, ce qui fait donc une moins-value fiscale pour l'État. Mais nous n'avons pas vu comment elles ont essayé de prendre sur elles, de venir répercuter ça sur le prix des produits qu'elles proposaient à la vente. J'achetais toujours 1 litre en bouteille en plastique là, à 500 francs. Une fois qu'ils ont été exonérés du paiement des droits de douane sur les arômes, la principale matière première qui permet de faire ces produits-là, ils continuent toujours à vendre ça à 500 francs. Donc, il y a pas alors que l'intention initiale de l'État était noble, c'était de Exact. dire, voilà, je vais donc alléger les prix des intrants qui rentrent dans la fabrication des commodities, des produits de grande consommation de mes populations. Et tout ça dans un marché qui se veut libre. Bien entendu, dans un marché qui se veut libre, et malheureusement, donc, il y a une partie qui n'a pas fait le jeu. C'est la faute revenait dans l'État. C'était à l'État de leur tirer les bretelles en disant non, D'accord. voici l'objectif que je m'étais fixé en exonérant les intrants pour la fabrication de ces boissons gazeuses. Pour D'où vient sortir- que vous continuez encore à maintenir le prix de 60 centilitres à ce prix qui est qui est un peu rédhibitoire pour l'ensemble de mes Pour populations. sortir des questions de pauvreté, quels sont les secteurs d'activité qui pourraient donc potentiellement, qui s'est peut-être créer des emplois et permettre aux populations de sortir de cet état de pauvreté? Voilà, très bonne question. Alors, Majesté, regardez, tout ce que nous avons ici comme plantation industrielle, c'est les héritages de la colonisation. Donc retour à la terre. Mais bien sûr, attendez, tous les grands que vous connaissez, Planète Hollywood, c'est sans publicité, Planète Hollywood, le monsieur fait quoi? Il vend seulement la nourriture. McDonald's, qu'est-ce qu'il fait? Il vend de la nourriture. Sodexo, c'est l'un des leaders de la restauration collective dans le monde. Je prends Paul Bocuse, c'est le nec plus ultra dans le domaine de la restauration dans le monde. Quand quelqu'un dit que je suis un diplômé Paul Bocuse, à moins que vous ne soyez quelqu'un qui n'a pas l'habitude du raffinement en matière alimentaire, vous devez donner du café à celui-là. Donc, Absolument. la terre, j'en étais à dire que, regardez, toutes les plantations que nous avons donc ici sont des héritages de la colonisation.
J'ai entendu quelqu'un me dire que non, la Socapa, on a créé ça en 1968. Donc, c'est les Allemands qui ont apporté la culture de l'huile de palme à l'échelle industrielle ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et il se passe donc quoi, monsieur Dipita? Le thé, qu'on cultive ici à l'échelle industrielle, vous et moi sommes là pétillants, nous n'avons pas bu le thé ce matin. Alors, ça veut dire quoi? Beaucoup de ces plantations industrielles, le fruit et les récoltes de ces spéculations-là se trouvent où? C'est orienté à l'international. Même le poivre, le peña dont on parle énormément, là, non, même ce poivre de peña, on le vend à l'international. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans nos villages, nous mangeons le miso, le mangabé. C'est à base de quoi? Plantain. Exact. Banane plantain. Nous mangeons le mitumba. C'est à base de quoi? Du manioc. Nous mangeons le taro. C'est à base du taro. Le macabo, les pommes de terre, l'igname. Qu'est-ce qui empêche? Et là, c'est une proposition que je fais au gouvernement avec la création de la SNI, nouvelle SNI, que la nouvelle SNI puisse mettre sur pied une agence d'investissement pour la Société nationale d'investissement, une agence de production des plantes tubérisées. Je prends le cas du manioc, du macabo, de l'igname, de la patate. Et il y a déjà de l'espace au niveau du haut, on va dire quoi, le oignon, la Haute-Sanaga, jusqu'au niveau de la Vina. Sur à peu près 400 km, il n'y a personne là-bas à perte de vue. Donc on peut créer donc une sorte d'agropole là-bas pour toutes ces spéculations agricoles qui ferait donc que, au lieu que la maman aille au marché pour acheter par exemple le kilogramme de riz à 800 francs, mais elle a déjà un tas de pommes de terre à 300 francs. Elle a un tas de manioc à 200 francs. Donc on va se retrouver à ne plus être esclave du riz. Absolument. Parce qu'en fait, il y a un substitut en interne. Et généralement, que vous alliez dans nos grandes manifestations, tout ce que nous consommons n'est pas importé. Vous allez en pays bamileke, le condré dont on parle tant. C'est le cœur de ce condré, c'est quoi? C'est la chèvre que les gens élèvent déjà. Absolument. Et ensuite, j'ajoute quoi? Le plantain que les gens également font, mais à l'état artisanal. Donc, créer donc des agro-plantations industrielles, je veux dire des spéculations agricoles que nous consommons dans nos villages, ça va donner au moins 100 000 emplois à tout ce beau monde-là. Et deuxièmement, ça va distribuer également du revenu dans l'arrière-pays. Troisièmement, ça va créer même ce qu'on va appeler l'exode urbain. Un jeune qui vient rester ici en ville, M. Dipita, qui fait la moto, qui ne lui appartient pas. Et à la fin de la journée, on lui demande de donner 2000 francs et de rentrer chez lui. Il tourne comme ça pendant 2, 3, 4 ans. Il se rend compte que sa santé se dégrade. Il n'est pas considéré au niveau de la société. Par contre, s'il rentre au village maintenant, dans le cadre, par exemple, de cette agence-là de développement des cultures tubérisées, qui va donner, par exemple, des semences à tout ce monde. Je conclue là-dessus. Qui va donner des semences à tout ce beau monde. Un peu comme tu as vu là, sur les cotons le fait. Je n'ai pas de champ de coton. Je vous exhorte à cultiver le coton. Exact. Et puis je vous encadre, je viens récolter. Vous avez déjà un marché captif. Et je vous donne de l'argent pour préfinancer les semences, pour préfinancer le traitement du verger. Et à la fin, je récolte maintenant. Nous partageons... Justement, ce discours du retour à la terre est un discours gouvernemental qui date de plus d'une dizaine d'années déjà. D'ailleurs, il y a un certain nombre de programmes dans les ministères, le ministère de l'Agriculture et bien d'autres, le ministère des Pêches. Pardon. Dans un certain nombre de ministères, j'ai failli dire techniques. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le message ne mord pas? On a le sentiment que la jeunesse n'a peut-être pas tenu la perche, ou alors l'accès à la terre, l'accès aux moyens de production dans ces secteurs-là n'est pas disponible pour le grand nombre, pour ceux qui aimeraient bien y retourner. Vous avez pris un exemple, hein? Regardez comment se distribuent les motos ici dehors. Je veux dire que c'est au clic du doigt. Vous arrivez en ville, le lendemain, vous pouvez vous trouver une moto à des conditions, mais au moins vous avez accès à la moto. Mais ce n'est pas forcément le cas dans les secteurs agricoles, pêche et autres productifs, comme vous venez de les citer. Oui, c'est parce que, M. Dipita, à l'époque, l'État était un État producteur. Exact. Quand le Fonds monétaire arrive en 2006 et constate cela, l'État dit non, le Fonds dit à l'État, sortez du secteur productif, ce n'est pas votre rôle là-bas. Votre rôle, c'est de produire les normes et les agences. Agence nationale de radioprotection, Agence nationale de télécom, Agence nationale de ci ou de ça. Donc l'État a été embarqué dans la création des agences au point qu'il a été victime d'une crise aiguë d'agencite. Les agences partout. On veut voir un État producteur. Absolument. L'État avait, M. Dipita, ce qu'on appelait la mille vive. C'était l'État qui faisait en sorte que vous arriviez à Mokolo,
au marché Mokolo à Yaoundé, vous achetez des primes de 25 francs, monsieur Divita, un tas. 100 francs, qu'est-ce que vous alliez faire avec la prime de 100 francs? Ce n'est pas parce qu'en fait, on avait dévalué cet argent. Donc, on a besoin d'un État producteur et non pas un État qui reste à Yaoundé et puis qui crée des projets. Et nous restons, je reviens encore sur ceux qui sont dans le circuit de la dépense. Monsieur Dipita, nous avons connu les inondations dans le Grand Nord, à l'extrême nord. Exact. Et nous sommes donc restés à Yaoundé, au quartier Bastos, créer un programme, le PULSI, programme d'urgence de lutte contre les inondations dans le Logone, basé à Bastos, à 1300 km du site. Ce n'est pas de cet État que je parle. C'est l'État qui est parti de Yaoundé, M. Dipita, a abandonné la route de Douala, a foncé à Kribi et n'est pas resté dans la ville et allé en brousse, à Niété, créer EV comme là-bas. Voilà. C'est de cet État que moi je parle. Il parle de Yaoundé, il est son costume, il arrive à Douala, il ne s'arrête pas là. Il arrive à Manfé, il ne s'arrête pas là-bas. Il fonce. Il arrive à Mundemba. Et il crée donc la PAMOL. C'est de cet État que je parle. Donc je veux un État producteur. L'avantage de l'État producteur tient de ce que M. Dipita. L'État a déjà les terres. Exact. Ne faisons pas des débats sur l'État est gardien des terres. L'État peut venir dire que cette maison, si je vais la détruire aujourd'hui, rien ne se passera. On va vous indemniser. Terminé. L'État a des arguments qu'il peut mettre en avant pour détruire cette maison. Et puis, même s'il ne fait rien là-dessus, mais c'est déjà détruit. Donc l'État a l'avantage qu'il a déjà les terres. Deuxièmement, moi par exemple, M. Dipita, si j'ai besoin de plus de 20 hectares, je ne dois voir que le chef de l'État. Je ne dois voir que le chef de l'État. Pas pour qu'on me vende ça, pour concéder, ce n'est qu'une concession, on ne vend pas ça. Et je vais encore loin. Quand bien même tu auras déjà eu ces terres-là, il y a des études que tu dois faire. Études d'impact environnemental, quand ça dépasse, je crois, 5 hectares, tu dois faire des études d'impact environnemental détaillées. Absolument. Et ça prend encore beaucoup de temps. Alors que l'État, lui, maintenant, comme j'ai indiqué, l'interzone syndicale Tikondi entre Batouri et Bertois, on a voulu créer une plantation de canne à sucre là-bas. L'État a déjà les terres, voilà le gros avantage. Donc si c'est l'État qui se met en avant, ça va aller très vite. Absolument. Lorsqu'on veut importer, je vous donne même un exemple. Il y a une entreprise ici, locale, qui a reçu la concession d'énergie, du service public d'énergie, et qui a voulu faire certains développements ici, certains investissements dans le cadre d'un plan d'investissement pluriannuel, mais elle était en but à certaines contraintes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir l'État en disant, j'ai trouvé la BAD qui est disposée à me donner des financements, mais seulement voici les contraintes. L'État lui a dit, c'est tout ça les contraintes, oui, liste-moi ça. Et l'État a mis un mot là-dessus, que c'est terminé. Monsieur brandissait seulement ça. Donc quand on venait, on dit l'État, ça passait. Tout ce qu'on importait comme matériaux pour aller travailler sur les conduites forcées de son loulou, ça passait comme une lettre à la poste. On arrivait à là où on devait bloquer, il faut ci, il faut ça, ça passait comme une lettre à la poste. Par contre, lorsque c'est un agent seul, un jeune, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui abandonne la moto pour aller au village, le simple chef de village peut le mettre, il a de graves difficultés telles qu'il ne peut pas avancer. Et enfin, pour lancer donc dans ce secteur-là, M. Dipita, à l'époque, les gens ne le savent pas, ça marchait nettement mieux parce que nous avions la SOCAM. Puis on peut même récupérer son projet. Tout à fait. C'est souvent le cas, ceux qui ont les moyens. Il récupère le projet, tu vas aller te plaindre. Si tu veux, tu vas en justice, je crois. J'étais ici avec un de vos confrères, un avocat qui passe souvent ici, Maître Pensi. Exact. À la fin du débat, il m'a donné un témoignage selon lequel il avait été commis dans un dossier en 1983. Et c'est, je sais pas, en 2000, c'était plus de 27 ans après qu'on l'a appelé pour dire que non, viens, ton dossier a abouti. Le monsieur qui s'était plaint, dont la partie de Manderès était décédé. Ah ouais. Et le monsieur pour qui on avait rendu la décision, en sa faveur, était décédé également. La partie des Fanderès décédée, la partie de Manderès décédée. Donc lui, l'avocat au milieu, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Donc vous avez totalement raison. Donc pour moi, il faut que l'État se lève pour faire ce que les autres États font. Je conclue là-dessus. Quand vous voyez Orange ici, Orange, ce n'est pas un individu, monsieur. Ça, c'est clair. C'est l'État français, monsieur. Quand vous voyez Vietel ici, ce n'est pas un individu, c'est le ministère de la Défense du Vietnam qui est là. Donc l'État, de mon point de vue, doit être un investisseur. C'est de cet État-là que je parle. J'implore donc le retour de cet État investisseur des années 60. Nous parlions tout à l'heure de la politique d'import-substitution. C'est l'État qui a réalisé ça dans les années 60. Absolument. À travers la SNI, c'est l'État qui va créer la société d'embouteillage de l'eau. C'est l'État, à travers la SNI, qui va créer, avec l'appui des techniciens maintenant, ce qu'on a appelé Kamsuko, Sosucam d'abord, ensuite Kamsuko, et on peut citer des exemples à l'envi. Mais quand c'est un seul individu qui arrive, regardez l'exemple par exemple des brasseries,
vous constatez que chacun des individus qui a osé pointer le nez dans ce domaine s'est brisé en morceaux. Absolument. Le père Fotsou n'était pas quand même petit, mais Brasserie Internationale n'a pas fait long feu. Le père Tchanke. Exact. Nobra, nouvelle brasserie du Cameroun. 1982, on nous parlait que Nobra, mais ça a mis combien de temps? Et le tout dernier en date, notre frère qui allait créer Isenbeck, ça a mis combien de temps? Donc je cite ces exemples de projets individuels qui ont tourné court pour indiquer qu'à un moment, ce n'est plus un individu ou un groupe d'individus qui doivent se mettre devant. C'est l'État qui doit prendre le relais. Voilà. Et encadrer ces industriels. L'État lui-même d'abord, il investit. Protectionnisme? Non, pas du protectionnisme. Ici, puisque ailleurs, quand eux ils le font, le domaine par exemple de la métallurgie bat de l'aile. Quand la France va chercher Mittal Arcelor pour lui dire va occuper le site de Florange, ce n'est pas le protectionnisme, au contraire. C'est parce qu'il y a des domaines gourmands en capitaux, monsieur Dipita, tel qu'un individu qui y va ne peut pas s'en sortir. Je donne 2 exemples très rapides. J'ai souvent entendu les gens dire que non, comme Cameroun ne marche pas, il faut ouvrir le capital. Ouvrir le capital pour faire quoi? Quel est le Camerounais qui peut sortir de sa poche 4-5 milliards? Beaucoup de Camerounais que l'on nous présente ici comme des milliardaires, c'est des milliardaires en carton, monsieur Dipita. C'est que quoi? Il a eu un terrain du côté de Tibati il y a 40 ans. L'hectare coûtait 600 francs. Et maintenant, on dit qu'il a 40 hectares là-bas. On valorise maintenant. Il devient milliardaire. Mais en réalité, il n'a pas 1 franc. Donc, l'État, il y a des domaines dans lesquels c'est l'État seul qui doit intervenir dedans. Je prends le secteur de l'aéronautique. C'est l'État du Cameroun qui doit développer Cameco, personne d'autre. Même un individu qui arrive ne peut pas faire grand-chose. Puisque en France, par exemple, vous avez Air France, qui a eu quelques difficultés, ils sont allés chercher l'équivalent aux Pays-Bas qui s'appelle KLM. Absolument. Et les deux ont fusionné pour mettre sur pied Air France, KLM. Kenya Airways, ce n'est pas un individu, c'est l'État. Absolument. Ethiopian, ce n'est pas un individu, c'est l'État. South Africa Airways. Et Equatorial Airlines, ici au Congo, qui est tombé, c'est l'État qui vient de ressusciter ça maintenant. Donc il y a des secteurs dans lesquels l'État doit venir, je conclue pour dire donc, que vienne rapidement le temps où l'État va se remettre debout comme État investisseur, État producteur, État industriel. Et alors là, les emplois seront créés à profusion pour le bonheur du plus grand nombre. D'accord. Alors, venons-en au dépôt et consignation, avec cette décision de la COBAC qui a demandé aux banques de surseoir au transfert des fonds en déshérence et puis évidemment du côté de la SEDEC, c'est la sérénité qui semble prévaloir. Ils ne se disent pas forcément concernés. D'abord, de quoi s'agit-il exactement sur cette question? Alors, merci monsieur Dipita de me permettre d'édifier le plus grand nombre. Absolument. La Caisse des dépôts et consignations n'est pas une invention camerounaise. En France, elle existe depuis presque le siècle dernier. Et la première, nous sommes dans la CEMAC, la première Caisse de dépôts et consignations a sorti les fonds baptismaux, était même d'ailleurs au Gabon. Au Gabon, où se trouve le siège de la COBAC. Absolument. Et notre caisse est rentrée en dormance pendant très longtemps parce que la loi qui crée la Caisse des dépôts et consignations, elle date du 25 avril 2008. La loi régissant les dépôts et consignations. Et 3 ans seulement après, en avril 2011, le chef de l'État a pris un décret portant organisation et fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Et ce n'est que le 20 janvier 2023 maintenant que le chef de l'État va prendre 2 décrets, l'un nommant le directeur général adjoint, et l'autre nommant le président du conseil d'administration pour faire effectivement sortir les fonds baptismaux, le projet, la Caisse des dépôts et consignations. Mais il se posait un problème en matière de modalité de transfert de ces fonds-là. Et le Premier ministre a donc sollicité les experts qui lui ont proposé un texte. Le 1er décembre 2023, il a signé donc un décret portant modalité de transfert de ces fonds-là. Et dans le décret du Premier ministre, tout comme dans le décret du président de la République portant organisation et fonctionnement de la SEDEC, bien entendu, beaucoup de textes qui étaient déjà dans la loi portant régissant les dépôts et consignations ont été reprises intégralement. Par exemple, le portefeuille de la SEDEC, c'est quoi? Les dépôts et les consignations. Absolument. Les dépôts, vous avez à peu près 8 composantes des dépôts. Les consignations, vous avez 3 familles de consignations. Les consignations administratives, les consignations judiciaires, et enfin les consignations conventionnelles. Et là-dessus, j'aurais pu dire aussi un mot, j'aurais pu conseiller le gouvernement là-dessus, parce que là-bas, dans les consignations conventionnelles, la caution qu'ils ont demandée, c'est uniquement pour les sociétés d'eau
les sociétés d'électricité, les sociétés de téléphone et les sociétés qui font, on pourrait appeler les sociétés civiles immobilières, qui font dans l'habitat. Absolument. Donc, toutes ces cautions-là doivent être reversées auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des consignations conventionnelles. Le problème que vous évoquez maintenant se trouve plutôt dans la première source de revenus. Revenus entre guillemets, je pourrais appeler ça portefeuille de la SEDEC, c'est les dépôts. Dans les dépôts, dans la famille des 8 dépôts, vous avez donc une rubrique qui touche donc les fonds des comptes inactifs des établissements de crédit. Et bien entendu, j'explique maintenant en m'appuyant sur le décret du Premier ministre. Dans le décret du Premier ministre, 3 sources de ressources en déshérence doivent être indiquées. Vous avez le compte courant, ensuite le compte d'épargne et enfin le compte d'assurance en déshérence. Qu'est-ce que c'est en termes simples? Le compte courant, c'est un compte que j'ouvre dans une banque et qui n'est pas rémunéré. Donc si je mets même 1000 milliards dessus, à la fin de l'année, la banque ne s'oblige pas de me verser un quelconque intérêt dessus. Voilà un compte. Généralement, c'est pour des transactions. Exact. Je paye l'eau, je paye les salaires, je paye les fournisseurs à partir de ce compte-là. Donc voilà le compte courant. Le compte courant est inactif quand? Le texte du Premier ministre, c'est clair. Si vous, propriétaire de ce compte, ne faites aucune opération sur ce compte en termes de dépôt ou de retrait pendant 12 mois, au sens de ce décret du Premier ministre, le compte courant est déclaré inactif. Et la SEDEC rentre en scène quand? Si vous, au niveau de la banque, où on a ouvert dans vos livres ce compte courant, vous observez que le propriétaire du compte, M. Lipita Tongo, après les 12 mois d'inactivité de son compte, n'a toujours rien fait pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Alors là, la SEDEC est fondée à demander qu'on lui transfère le solde de ce compte courant inactif. Le deuxième compte maintenant, c'est le compte d'épargne. On constate également son inactivité, non pas après 1 an, mais après 3 ans. Le compte d'épargne, c'est un compte que j'ouvre dans une banque et je dépose de l'argent dessus. Et à la fin de l'année, la banque doit me payer des intérêts créditeurs quand le compte il est créditeur. 3%, 4% ou 7%. Et voilà la différence. Donc, c'est une sorte de compte de dépôt. Je garde mon argent là-bas et la banque fait ses opérations sur cette base et doit me verser quelque chose. Si la banque constate également que sur ce compte, vous n'avez fait ni un dépôt, ni un retrait pendant 1 mois, 10 mois, 20 mois, 30 mois, 36 mois, alors on déclare votre compte d'épargne inactif. Et la SEDEC rentre en scène quand? Si après les 36 mois maintenant, on constate que M. Lipita Tongo, propriétaire de ce compte, n'a toujours rien fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors la SEDEC est fondée à demander à la banque où vous avez ouvert dans ses livres ce compte d'épargne inactif, à lui transférer le solde créditeur de ce compte d'épargne. Et enfin, le troisième compte où on a dans des sommes en déshérence, c'est le compte d'assurance en déshérence. Généralement, je crois que c'est la CIMA, la Commission interafricaine des marchés des assurances, qui avait finalement constaté que chez nous ici, au Cameroun, beaucoup plus en Afrique, on parlait de tout sauf de la mort. Et résultat des courses, on a donc, vous allez voir, toutes les compagnies d'assurance maintenant ont une section vie et une section non-vie. Branche vie, branche non-vie. Et dans la branche vie maintenant, vous parlez donc, vous organisez vos obsèques de votre vivant, monsieur Lipita. Donc, vous avez donc un contrat d'assurance qui va donc indiquer que le jour où je ne suis plus là, les gens à qui vous devez donner, les ayants droit, les voici, vous devez donner cette histoire. Et le compte d'assurance en déshérence, c'est ce compte d'assurance vie tel que le propriétaire, à l'échéance contractuelle, n'a pas réclamé le solde de ce compte-là. Et les ayants droit non plus ne se sont présentés pour demander, au terme de l'échéance contractuelle, qu'on leur donne ce que leur père avait souscrit, ou bien leur oncle, ou bien leur tante. Donc, voilà les 3 familles de comptes en déshérence. Donc, il se passe donc que la SEDEC n'a pas dans ses livres uniquement ce que je viens d'indiquer, la compte courant inactif, compte d'épargne inactif, ou bien compte d'assurance en déshérence. Et les gens ont donc cru que la COBAC était en train de demander à la SEDEC de cesser de fonctionner. Non. Dans les dépôts et consignations, vous avez 8 composantes. Dans les consignations administratives, vous en avez 15. Consignations judiciaires, 13. Et puis, consignations conventionnelles, une composante. Donc, à peu près une cinquantaine de sources de revenus ou alors d'éléments qui viennent
obombré le portefeuille de la SEDEC, dont la SEDEC a assez de moyens. Le problème n'était pas celui, par exemple, de déposer les cautions que nous souscrivons auprès des compagnies d'eau, d'électricité, de téléphone ou d'habitat, mais ça touchait uniquement sur ces fonds en déshérence qui, au sens de la COBA, il n'y a pas un règlement qui a déjà expliqué très bien ce que ça veut dire. Et je peux comprendre également la COBA parce que les montants peuvent être... colossaux. Voilà. Exact. Et d'autre part aussi, la réaction de la COBA va dans le sens d'attirer un peu notre attention parce que le directeur de la SEDEC nous vient de la Caisse autonome d'amortissement. Il est habitué beaucoup plus à gérer les dettes. Les dettes de qui? Les dettes de l'État. On fait l'hypothèse que l'État n'est jamais défaillant. Exact. Et de ce point de vue, maintenant, on dit, ben voilà une nouvelle structure qui vient d'être créée. On prend autant d'argent pour lui mettre à disposition. Richard Evina Obam. Oui, on lui met autant d'argent à disposition. Est-ce qu'elle a assez d'expérience pour pouvoir gérer ses fonds? Monsieur Dibita, j'ai également quelque chose à soulever par rapport à la SEDEC. Quand j'ai lu le décret du Premier ministre, le décret du chef de l'État portant fonctionnement et organisation de la SEDEC, et enfin la loi même. Dans la loi, vous avez l'article 12, la loi de 2000 régissant les dépôts et consignations qui dit que toutes les opérations de la SEDEC sont garanties par l'État. Immédiatement après, il y a un curieux article 13 qui vient dire que la caisse faisant allusion à la SEDEC, Caisse des dépôts et consignations, ne peut consentir de prêt à l'État. Je dis encore, voilà une grosse source d'ennui encore pour l'État. Je garantis toutes les opérations qu'un monsieur qui a de l'argent fait, mais il ne peut me consentir aucun prêt. C'est-à-dire, s'il y a des casses, celui qui va garantir, c'est l'État. Quand on va transférer, par exemple, à la SRC, c'est toujours l'État. Absolument. Mais l'État, n'oublions pas aussi que l'État est quand même crédible, monsieur Dipita. Le monsieur qui peut avoir 1000 milliards chaque année au Cameroun, c'est l'État. Absolument. Un opérateur privé, que vous soyez dans le privé multinational ou bien privé domestique, vous ne pouvez pas avoir 1000 milliards chaque année, mais l'État peut le faire. Je prends le cas de la TVA. La TVA pour l'État, c'est au moins 1000 milliards, monsieur Dipita. J'ai parlé de la TVA, la taxe sur le transfert d'argent à l'envoi et au retrait, 20 milliards. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, une foultitude de milliards pour l'État. Donc l'État, c'est ce monsieur-là qui a beaucoup d'argent au demeurant. Nous n'allons pas donner comme l'impression que c'est un monsieur qui n'est pas du tout crédible. Donc j'invite donc l'État également à reviser ça. L'État ne peut pas dire je garantis toutes les opérations de la SEDEC et par conséquent, et en retour maintenant, l'État dit la SEDEC ne peut consentir aucun prêt à l'État. Alors, et là je pose donc ma question. Où est-ce que la SEDEC irait donc recycler des milliers de milliards qu'elle vient d'avoir? Parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de milliards. Je prends le cas de la Banque centrale, par exemple, qui, au mois de mai, a transféré, en termes de consignation judiciaire, elle a transféré près de 3 milliards 9 au niveau de la SEDEC. Mais il y a plein d'autres banques. On a 18 banques ici chez nous. Exact. Et j'imagine qu'il y a une demi-dizaine de banques qui sont toutes nouvelles. Hein. Access Bank, c'est sans publicité, et d'autres. Golden Bank qui vient d'être créée. Ils ne sont pas forcément concernés. Oui, mais il y a des anciennes banques qui sont là-bas, qui sont là depuis de nombreuses années, depuis 10 ans, 15 ans. Sans compter les autres détenteurs de fonds, les greffiers, tout à fait, les notaires. Consignation administrative, consignation judiciaire, et sans compter maintenant les fournisseurs d'utilité qu'on a dit tout à l'heure dans le cadre des consignations conventionnelles. Donc, si on prend ça, quand même, c'est beaucoup d'argent. Et de mon point de vue, on devrait modifier cet article et dire, par exemple, que la Caisse ne peut consentir des prêts à l'État à hauteur de plus de 200 milliards, par exemple. On peut dire à hauteur de plus de 1000 milliards, dont l'État, par moment, peut venir prendre de l'argent. Mais ça suscite une autre question. Justement, dans ce cas, que fera la Caisse avec tout cet argent? Si elle ne peut pas prêter plus que l'État, je veux dire, sous-entendu que l'État va faire les emprunts ailleurs. L'État se met sur le marché financier mondial. D'ailleurs, on vient d'avoir d'autoriser le ministre. Mais avant cela, il y a eu un emprunt, je crois, il y a quelques semaines, où l'État est retourné sur le marché international financier. Là, le président de la République vient d'autoriser le ministre des Finances à lever deux emprunts obligataires pour un montant cumulé de plus de 626 milliards. 26 milliards. Avec le BRT à Douala qui va certainement prendre pour un point positif, puisqu'il fait partie des projets à financer, c'est dit en passant. Mais que va donc faire la SEDEC avec tout cet argent? C'était là la question. Bonne question. C'est pour ça que je demande à l'État de modifier la loi. D'accord. Celui qui peut facilement prendre 100 milliards en termes de prêts,
en termes d'emprunt, je veux dire, est remboursé, c'est l'État. Absolument. L'État, c'est crédible. J'ai pris l'exemple de la TVA, monsieur le député. Donc, la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Ça veut dire quoi? Vous avez le courant chez vous, comme nous avons le courant ici. À la fin du mois, quand vous payez votre facture, je ne sais pas moi, si vous dépassez 220 mégawatts 220 kWh de consommation, vous payez la TVA. Et cette TVA-là, c'est l'argent que l'État obtient, et n'ayant pratiquement, en se curant le nez, n'ayant pratiquement rien fait. Quand je viens souscrire chez vous, vous êtes un média, une page jaune, vous me demandez de payer et la TVA et le droit de timbre sur la publicité. Ça, c'est des exemples d'impôts sur la consommation que l'État collecte comme ça, dont l'État a au moins 1000 milliards qu'il collecte chaque année en termes de ces 3 familles d'impôts. Donc, le monsieur qui peut vraiment aider la SEDEC à recycler cet argent, c'est l'État. Il faut rapidement modifier cette loi-là. Il ne faut pas laisser cette disposition en disant l'État garantit. Donc, en cas de casse, c'est l'État qui intervient. Mais lorsque c'est la fête, on demande à l'État de se mettre à la porte et de laisser les gens danser tranquillement, manger tranquillement. C'est lorsqu'il y a casse maintenant qu'on fait appel à l'État. Donc l'article 13 de la loi du 25 avril 2008 régissant les dépôts et consignations doit être modifié de mon point de vue pour permettre donc que parmi les gens auprès desquels, les institutions auprès desquelles la SEDEC peut aller recycler ces fonds, que l'État central, parce que quand on parle de l'État, il faut aussi apporter la précision. Monsieur Divita, moi je l'ai su par exemple, j'étais directeur général d'une entreprise de construction dans un lot de BTP, on allait livrer cet engin dans une mairie. Donc moi j'attends le contrat pour signer monsieur le maire de ce côté, Jean-Marie Biada de ce côté. On dit non, on n'a pas le gros contrat. L'État du Cameroun, représenté par le maire de la commune de... Donc la mairie, les gens ne le savent, c'est l'État. Absolument. C'est l'État. C'est pour ça que leurs engins là par exemple, monsieur Divita, quand il y a un souci, le MINCAF, le ministère des Domaines, Cadastre et Affaires foncières, est fondé à dire que, mais monsieur, faites-moi le point de tout ce que vous avez là-bas comme actif, mobilier et immobilier, parce que celui qui est chargé de gérer le patrimoine de l'État en termes d'actifs mobiliers et immobiliers, c'est le ministère des Domaines, Cadastre et Affaires foncières. Absolument. Le cas, par exemple, du garage administratif. Donc, quand je parle de l'État ici, je veux parler de l'État central. Exact. Si c'est l'État déconcentré maintenant, les régions... Oui, encore que pour le cas de ces 5 années qui sont en train de passer, on n'a pas vu effectivement ce que ces régions ont fait. Donc moi, je ne suis pas pour que la SEDEC aille recycler son argent auprès des collectivités territoriales décentralisées. Et n'a qu'à voir, il y a déjà, là, entre guillemets, la banque des communes, le FECOM. Le FECOM donne ses financements là-bas qui sont adossés sur les centimes additionnels communaux, collectés par qui? Par l'État. Absolument. Par l'État. Alors, quel peut être donc l'impact de cette approche de la COBAC sur les banques et qui c'est peut-être dans l'environnement financier sous-régional? Pour le moment, on va laisser le voir clair. Donc, la COBAC semble dire que je vais sortir un règlement communautaire portant modalité, parce que là, c'était le transfert qui arrivait, mais la gestion, ces fonds sont arrivés, mais on les gère comment? Donc, modalité de ces fonds en déshérence, d'abord le transfert, le Premier ministre a déjà indiqué, la COBAC pourra continuer en disant modalité, donc règlement communautaire, COBAC numéro tant, portant gestion des transferts des fonds en déshérence. D'abord le transfert, ensuite la gestion, et puis la restitution, parce que le problème c'est ça aussi, monsieur Lipita. Il y a la restitution. Je vous ajoute une autre information. Lorsque ces fonds ont été transférés à la SEDEC n'en est que le gardien, il ne devient pas propriétaire. Exact. Si au bout de 30 ans, personne n'est passé, c'est ce que dit le texte, hein, même en droit civil, la disparition est trentenaire. Si au bout de 30 ans, personne n'est passé pour revendiquer quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Ces fonds sont reversés au trésor public. L'État en devient propriétaire cette fois-là, parce que le caissier de l'État s'appelle le trésor public. Donc l'argent qui va là-bas appartient à l'État. J'ajoute autre chose. La SEDEC a également notre rôle à jouer, monsieur Lipita. J'ai parlé tout à l'heure des consignations et des dépôts. Dans les dépôts, vous avez des fonds de contrepartie. Vous voyez, beaucoup de projets ici chez nous au Cameroun sont entamés, mais ne vont pas jusqu'au bout. Par moment, ne sont même pas entamés. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez au niveau de la caisse autonome d'amortissement, vous lisez chaque fois ces notes de conjoncture. On en est pratiquement à près de 1000 milliards, sinon plus, de ce qu'on appelle les SEN, soldes engagés non décaissés. On allait s'endetter auprès de la Corée du Sud. La COICA dit, l'argent est déjà là, mais sortez vos fonds de garantie. Le Japon débarque à travers la JICA, Japan International Corporation Agency, dit, les fonds sont là, monsieur, fonds de garantie. L'État se met à tourner. Les Danois débarquent.
DANIDA, Danish International Cooperation Agency, que je connais beaucoup plus au niveau du Ghana. Et eux maintenant, et l'État se met encore à tourner avec l'entrée en fonction de la CEDEC maintenant. Ça sera chose faite. Parce que la CEDEC va jouer un peu une sorte de rôle d'agence nationale des fonds de contrepartie. Donc, quand on a donc mobilisé ces financements à l'extérieur, et ça c'est mon souhait maintenant, il faut donc que le stock des scènes diminue. Les soldes engagés non décaissés, l'argent que je prends à l'étranger, c'est déjà là. Exécute alors le projet. L'argent est venu pourquoi? Pour construire une mini-centrale à fioul lourd au niveau de Tico. À partir de l'argent arrivé en 2020, on devait construire ça en 3 ans. Nous sommes rendus en 2024, l'argent est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? On est obligé de prendre le capital pour rembourser. Alors que généralement, on devrait plutôt prendre l'argent ailleurs pour rembourser. Absolument. Donc, je crois que l'entrée en fonction également de cette CEDEC avait fait baisser le niveau de scènes soldes engagés non décaissés. Et derrière ça également, je prie, j'invite la CEDEC à jouer vraiment son rôle d'agence de fonds de contrepartie. Quand un projet est mis en place maintenant, rapidement on leur dit les fonds de contrepartie sont là et on peut facilement exécuter ces Pour sortir de la CEDEC, il faut peut-être reconnaître aussi que cette attitude, la COBAC, confirme un peu l'appréhension ou les appréhensions qu'ont eu à un moment donné l'environnement financier sous-régional et puis national, les banques hésitantes, les autres acteurs qui doivent collaborer ou coopérer avec la CEDEC. Tout le monde a regardé ça du coin de l'œil. Oh, tout à fait, parce qu'en fait, M. Dibita, nous ne perdons pas de vue également. Il y a un problème de droit ici. Le banquier qui s'installe sur la place a pour principal client le déposant. Et le contrat, la convention de compte courant, la convention de compte de dépôt, c'est signé avec le client. Et le client ne se présente pas. Une tierce partie des banques maintenant dit que non, donne-moi cet argent. Vous pouvez comprendre combien est-ce que la banque peut être embarrassée. Parce que le monsieur qui revient plus tard, j'ai parlé du droit civil tout à l'heure, en droit, on dit que la disparition est trentenaire. Absolument. Donc le monsieur, vous ne l'avez pas vu, j'ai indiqué tout à l'heure, 12 mois, ensuite 5 ans, ça fait 6 ans seulement. Compte d'épargne, 3 ans, ensuite 5 ans, ça fait simplement 8 ans. Donc le monsieur peut apparaître peut-être à la 10e année en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon argent est où? Ça peut donc créer des procès interminables. Donc je peux comprendre la frilosité des banques de dire que non, la convention de compte courant, la convention de compte d'épargne, je n'ai pas signé avec vous. Vraiment, le monsieur qui aura à me tirer dessus, le voici. Davantage parce que le déposant, c'est lui. Le spécimen de signature que je donne souvent, il signe 3 fois. Voici ça dans mes machines. D'autre part, j'ai une tutelle. N'oublie pas que la banque commerciale ici, chez nous, sa tutelle, c'est la BEAC, qui n'est plus une BEAC nationale, qui est une agence multinationale communautaire. Pas simplement communautaire en se limitant au Cameroun, en se limitant à la France. La France fait partie des administrateurs de notre banque en l'état actuel, notre banque centrale dans l'état actuel, dont les ramifications sont très longues. Il y a plein d'autres considérations, d'autres éléments qu'il fallait prendre en considération. Je peux comprendre donc pourquoi est-ce que les banques, nous n'avons parlé que des banques, les assurances également, je vous l'ai dit. Or, les assurances se disent, mais nous avons notre tutelle, c'est la CIMA, c'est vrai, on a le ministère des Finances au niveau local, mais au niveau continental, nous avons la CIMA. D'où vient-il que quelqu'un sort plutôt d'ailleurs pour venir nous enjoindre de nous libérer des fonds que nous avons dans nos livres? Et en cas de problème maintenant, comment allons-nous procéder? Je crois que c'était ça leur problème également. C'est-à-dire que oui, on vous a déposé cet argent. Et si le monsieur réapparaît... Vous intentez un procès? Vous faites comment? Il n'entend même pas un procès. Vous faites comment pour nous remettre cet argent? C'est la modalité, c'est les modalités de restitution qui n'étaient pas claires. Pas plus que la CEDEC ne parvenait à l'expliquer. Et c'est peut-être ça qui a fait en sorte que la COBAC, vivant au Gabon, avec déjà une CEDEC également au Gabon, a dû sortir du bois pour dire que ce problème s'est déjà peut-être posé au Gabon, mais nous n'avons pas de solution à ça. Je vois que c'est en train de se poser également au Cameroun. Autant monter au panier et leur demander d'attendre un peu, le temps qu'on puisse... Qu'on fasse une réglementation. Une réglementation là-dessus, et on fait seulement la réglementation, mais ensuite on la popularise pour que les gens comprennent très bien. Autrement dit, pour le reste des opérations, tout se déroule relativement bien. Juste les autres transferts, comme j'ai dit tout à l'heure, la consignation administrative, consignation judiciaire, consignation conventionnelle, c'est en train de se faire. Les autres 7 lignes des dépôts en dehors de soldes des comptes inactifs sur les livres des établissements de crédit, le problème c'est ça. Voilà uniquement la rubrique que relaie
Le reste maintenant est en train de se faire. Et comme j'ai lu le texte, parce que j'ai commenté cette actualité pendant longtemps, j'ai donc pu tirer de là quelque chose. Et c'est pour ça que j'invite donc l'État à modifier très rapidement l'article 13 de la loi de 2008 régissant les dépôts et consignations qui bloque la SEDEC à faire des prêts à l'État, alors que le monsieur qui peut prendre 1000 milliards est remboursé, 500 milliards est remboursé, 200 milliards est remboursé très rapidement, c'est l'État. Donc on ne peut pas mettre ce opérateur hors jeu. L'État, dans ce cas, devient ce que nous appelons en économie un zinzin, un investisseur institutionnel. Donc on ne peut pas mettre un tel investisseur institutionnel hors du jeu et aller se battre maintenant avec des mairies qui ne comptent que sur les centimes additionnels communaux que le fait comme leur donne. Donc pour moi, remettons l'État dans la liste des investisseurs institutionnels susceptibles de recevoir certains concours de la part de la SEDEC. Alors il nous reste une dizaine de minutes, voire une quinzaine. Essayons d'aborder assez rapidement tout au moins deux autres sujets, notamment la SNH et le financement des PME qui fait partie de votre expertise également. Avez-vous vécu la même frayeur que l'opinion ce 24 juillet autour de l'actualité relativement au Conseil d'administration extraordinaire à la SNH, un conseil qui s'est tenu au Palais de l'Unité, dans les services du secrétaire général du président, de la présidente de la République, qualité PCA? Oui, non, personnellement, je n'ai pas eu des frayeurs. D'abord parce que les gens, parfois aussi, ont une image surfaite du secrétaire général de la présidence de la République. Il travaille sous les ordres du chef de l'État. Vous imaginez, M. Lipita, dans votre chefferie, on vient organiser un événement là-bas et le secrétaire général de votre chefferie, il fait des choses à la chefferie et vous n'êtes pas au courant? Non, je ne crois pas. Le fait que le chef de l'État était sur le point de sortie, d'une part, et deuxièmement, parce que Vous sous-entendez que le président n'était pas au courant? Non, le président était au courant. En fait, c'est l'opinion qui avait donc peur en disant, mais d'où vient-il que le gars, au lieu d'aller plutôt à la SNH, fonce directement à la présidence dans ses bureaux à lui? La présidence, encore même que la SNH, c'est mitoyen à la présidence de la République, pour ceux qui connaissent Yaoundé. C'est dans la zone de sécurité même de la présidence de la République. Donc, le président était au courant. D'autre part, le conseil se tenait en l'absence de l'ADG. Ce n'est pas le directeur général, l'administrateur directeur général, qui est en mission à Paris où le chef de l'État devait partir. Et vous imaginez pas qu'il soit allé dans cette commission paritaire là-bas faire des négociations sans avoir obtenu l'aval du chef de l'État. Vous qui avez l'habitude de lire également des livres, je crois que chacun de nous a déjà lu le livre du ministre Atanda Mbara. Bien sûr. Il indique clairement que pour aller au conseil, il obtenait l'autorisation du chef de l'État. Je crois qu'il a été pudique pour ne pas dire que c'est le chef de l'État qui convoquait cela. Ne perdez pas de vue. Et d'autre part, pour moi, il n'y avait pas autant de problèmes que ça davantage parce que la SNAC, elle est une société d'État. Toutes nos sociétés d'État ici, M. Lipita, ont ce qu'on appelle la tutelle technique et la tutelle financière. Le livre intitulé « Le secrétaire général de la présidence de la République entre mythe, texte et réalité ». Et réalité, tout à fait. Alors, il se passe que non, lui, il a la tutelle technique, c'est la présidence de la République. Et la tutelle financière, maintenant, c'est le ministère des Finances. Donc, on ne pouvait pas avoir convoqué cette assemblée, ce conseil d'administration sans que le président ne soit au courant. Il était au courant. C'est lui qui a même validé que cela se passe ainsi. Et quand même, pour mieux dire aussi les choses, j'ai eu seulement peur par rapport au respect de la réglementation. Quand même, le directeur général, même si vous êtes administrateur, directeur général, vous n'avez pas la préséance sur le président du conseil d'administration. Donc un événement qui se tient dans une structure comme celle-là, et on ferme la porte. C'est ce qui nous est revenu, parce qu'en fait, M. Lipita, parfois, vérifions ces choses. Vous voyez très bien l'actualité également. On nous a annoncé que dans une fédération, il y avait des gens qui, au lieu d'aller jouer au ballon, se livraient à des actes blâmables. Et lorsqu'on a demandé à ceux qui ont balancé l'information d'en apporter la preuve, on a commencé à dire que non, moi j'avais entendu. Donc, personnellement aussi, j'ai pris ça avec un peu de pincette, parce que le SGPR, il ne va pas là-bas, même s'il mettait SGPR de côté, il va là-bas comme PCA, ex-officio. Donc le patron de cette institution-là, c'est lui. On ne peut pas lui fermer la porte au nez.
Surtout que celui qui ferme la porte au nez, c'est nos gardiens. On va peut-être surfer dans l'environnement politique. Maintenant, il y a tout un débat autour des instructions, autres instructions, qui dit quoi, qui fait quoi, le président est-il au courant? D'autant plus que sur certaines positions, certains ministres ont dit ce qu'ils en pensent. Oui. Dans la matérialisation de ces instructions-là, on a également pu voir des oppositions, si on peut le dire comme ça. Est-ce que tout cet environnement-là n'a justement pas... mais dans le fond, je veux dire, ça c'est en périphérique. Dans le fond, on peut dire que la question de l'actionnariat voulu de la SNH auprès de Codco oui. est profondément problématique. Si l'on s'en tient aussi au communiqué final. Oui, le communiqué qui a sanctionné tout à fait, où on a dit ouvertement dedans que non, les le comptes conseil sont d'administration, non, le Exact. conseil d'administration n'a pas donné son aval pour le décaissement de 27 milliards pour aller acheter les actions dans le tour de table de l'affaire de Savannah Énergie. Oui, le communiqué a bien dit cela. On ajoute également que l'autre, l'ADG maintenu en place. Bon, c'est le directeur, c'est le chef de l'État qui l'avait nommé. Exact. Donc de mon point de vue, parallélisme de forme et de procédure, c'est un autre décret du chef de l'État qui va venir l'enlever. Mais pour parler de la SNH, M. Dipita, je voulais l'aborder sur un autre angle, sur le prisme économique, pour apporter de l'argent à l'État. Le chef de l'État, en 1997, parce qu'il y avait un gros travail en sous-main, parce qu'on devait construire le pipeline Tchad-Cameroun, a eu à créer, par décret du 7 juillet 1997, le comité de pilotage et de suivi des pipelines. Donc c'est ce comité qui est donc le directeur, le président du comité de suivi, c'est le directeur général de la SNH. Exact. Donc, qui prend dans le long tuyau, parce que c'est 970, on a 70 km du côté du Tchad, mais 900 le long, c'est ici, qui veille dessus. La grosse actualité que j'ai commentée ailleurs, et je voulais proposer ça donc à la SNH pour ne pas rentrer dans ce qui s'est passé là-bas, parce que ça ne rapporte pas de l'argent, c'est que la SNH se batte rapidement pour se rapprocher également du Niger. Parce que le débat est clair, le Niger veut faire en sorte que son pétrole passe par chez nous. Or, la capacité installée de ce oléoduc, de ce tuyau-là, est de 250 000 barils. Le Tchad est à 100 000. Le Niger est en train d'aller à 120 000. Donc, ça veut dire que les deux peuvent toujours transiter par là. Et on appelle ça la taxe de transit, dont l'État du Cameroun perçoit entre... Vous avez vu que hier, on a validé le rapport d'activité du 1er janvier au 1er avril. Donc, eux, ils ont 3 rapports d'activité annuels sur 4 mois. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, le Cameroun perçoit entre 12 et 22 milliards, vous imaginez, sur ce transit-là. Donc, vous imaginez que si le Niger vient également se connecter là, ça va donner davantage de l'argent à l'État du Cameroun. Donc, voilà une piste par laquelle la SNH peut facilement se déployer et nous rapporter un peu plus d'argent. Et cela est tellement plus plausible que partir du site nigérien où il y a leur raffinerie, où la frontière avec le Bénin, je suis à plus de 2000 km. Il faut que je traverse maintenant en territoire béninois, je fais encore un long tuyau de près de 300 ou 400 km. Donc, ça coûte un peu plus d'argent que de faire de leur site là jusqu'à Djermaya au Tchad, 600 km. Et on peut facilement évacuer dans le pétrole, une partie du pétrole nigérien de là, et le Cameroun va davantage gagner en termes de revenus. Les observateurs ont très vite fait de remarquer qu'en 40 ans pratiquement, c'est la première fois que les comptes de la SNH ne sont pas véritablement validés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi on conseille l'administration extraordinaire pour une question de gestion? Était-ce parce que les 2 sessions ordinaires étaient déjà passées? Était-ce parce que, est-ce qu'il lui fallut un conseil extraordinaire pour un travail, j'ai failli dire ordinaire, de conseil d'administration? Et pour finir, toujours dans la même lignée des questions, on sait également que c'est dans un environnement marqué par l'affaire Glencore aussi. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez commencé par le dire également que parfois il y en a qui contestent les hautes instructions. Absolument. Oui, peut-être donc que le chef de l'État a dû rattraper, parce que ce n'est pas lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration qu'on valide le rapport d'activité. Absolument. Donc nous-mêmes, quand nous avons entendu le rapport qui a été lu dans le communiqué final, on s'est demandé, mais
Et c'est ça qui méritait donc un conseil d'administration extraordinaire, puisqu'on a donc eu comme l'impression que l'ordre du jour a été changé. Ça, c'est mon appréciation, mon point de vue, parce que le conseil d'administration extraordinaire, on aurait pu raisonner en se disant ceci, comme le directeur général nous a-t-on dit à transférer, et ou alors était en passe de transférer une partie de ses pouvoirs en conseiller technique, un conseil d'administration extraordinaire pourrait valider ou invalider. Peut décider par exemple de la mise en place d'un poste de directeur général adjoint. Okay. Ou délégué. À qui on transférerait maintenant une partie des pouvoirs du titulaire. Et il pourrait donc gérer sans problème. Surtout que nous avons entendu plein de choses dans ce sens-là. Donc, on a eu comme l'impression, c'est mon avis, que l'ordre du jour initial, vraiment, a été changé. Parce qu'en fait, parler... donc, le président aurait joué à la Salmon, si l'on s'en tient aux intentions, maintenir l'ADG et ne pas froisser le PCA, le laisser tenir son conseil, mais en modifiant le contenu. Tout à fait. Ça a dû aller dans ce sens-là. Et davantage aussi parce que le président Biya, quand même, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié, même politiquement. Depuis au moins 10 ans, chacun de nous disait que le vice-premier ministre Nyat, bon, je dis parce qu'il était vice-premier ministre, je ne parle pas du président, était déjà écarté du Sénat. On voit, il est toujours là. L'Assemblée, la session parlementaire de juin a commencé. 17 jours après, rien ne s'était passé jusqu'à ce que le président Nyat est venu et il a fait ce qu'il devait faire. Tout le monde savait qu'au Kavaï généralement, quand le président Biya reçoit déjà ses vœux là-bas, la deuxième personnalité d'État, c'est le président Nyat, mais le président Kavaï va directement organiser sa manif et cela allait énerver le chef de l'État qui allait l'enlever. Non, il les a maintenus en place. Et enfin, je dis ça pour en venir au fait que le ministre, ne l'oublions pas, Moudiki a été quand même, lorsque le président Biya a été nommé en 1975, Premier ministre de la République du Cameroun, il a été secrétaire général des services du Premier ministre, donc c'est un ami de longue date aussi au président Biya, au point que s'il a des soucis de santé, c'est tout à fait normal pour des gens qui ont autant travaillé. Et pour cela, le président ne va pas attendre qu'il soit dans une très mauvaise passe pour l'enlever. Et vous voyez que c'est ce qui se passe même au Sénat. Le secrétaire général est malade. La maladie, ce n'est pas la mort. On dit non, tu ne payes pas ton emploi pour cela. Va te soigner tranquillement. Donc le président a fait montre de son amitié, de sa loyauté envers ceux qui lui sont restés également loyaux depuis de nombreuses années. Et d'autre part également, il a dit à l'autre, non, je crois au secrétaire général, bon, allons-y sur la base de ce que tu voulais faire, mais... ménage de l'autre côté. Oui, il est maintenu en place. Parlons d'autre chose, sortons de là. Peut-être un mot sur la dette publique. Aujourd'hui, elle est de 13 070 milliards. Au 30 juin 2024. Au 30 juin 2024. Alors, comment évaluez-vous cette situation-là? Bon, je constate que depuis, donc, regardez, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTO, je l'ai dit, le vendredi 28 avril 2006. Et le stock de la dette était de l'ordre de 900 milliards, tout le monde, moins de 1000 milliards. D'accord. Nous sortons donc de là, quand vous faites moins de 1000 milliards, vous vous retrouvez à 13 000 milliards. 2006 à 2024, nous sommes à peu près à 18 ans, et ça a été multiplié par 13. Le stock de la dette, c'est énorme. De deux, je constate également que le stock de la dette, d'année en année, s'est inscrit sur une tendance haussière. Il n'y a pas encore une année. Peut-être que la dette vis-à-vis, par exemple, d'un donneur d'ordre international, ça peut être la banque koweïtienne, ça peut être la banque indienne, ça peut être la Japan International Corporation, abaissé un peu, mais globalement, le stock de la dette s'est inscrit sur une tendance haussière sur ces 18 dernières années que j'évoque tout à l'heure. Et enfin, je me rends également compte que dans ces dettes-là, les scènes que j'ai évoquées tout à l'heure, soldes engagés, non décaissés, ne baissent pas aussi. C'est-à-dire quoi, vous allez prendre de l'argent, alors que le Premier ministre a déjà signé un texte en matière de maturation de projet. Vous prenez de l'argent est disponible, mais vous ne parvenez pas à dépenser. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc les projets ont été mal ficelés, les projets ont été mal pensés, résultat de course, l'État s'endette et ne parvient pas à dépenser cette dette-là. Et cette dette se transforme donc en un bourrelet, ça pèse donc sur la gestion quotidienne. Donc voilà l'analyse que je peux faire, l'accueil que je réserve à ce montant. Mon souhait, c'est qu'au moins pour 2025 ou 26, parce que l'État aura donc commencé à voter son budget en déséquilibre, en recettes et en dépenses, qu'on puisse faire ce que j'ai dit là, vous vous rendrez compte que le stock de la dette va commencer à diminuer, et même significativement. Alors un mot pour sortir, parce que Adonis Yamen, qui réalise l'émission, nous fait savoir qu'on est pratiquement au terme. Sur le financement
des petites et moyennes entreprises. Vous en êtes spécialiste. Il y a toujours des soucis de ce côté-là. Quelles sont les propositions concrètes qu'on peut faire pour ces entreprises qui, fatalement, sont les plus nombreuses quand même, hein, je veux dire. Tout à fait. Et puis on a vu ce mouvement au niveau du GECAM désormais, où cette alliance entre le groupement, les grandes entreprises et les petites entreprises qui ont décidé désormais de parler d'une même voix, mais la problématique du financement reste. Oui, tout à fait. Moi, j'ai proposé, j'ai appelé ça la trilogie d'accompagnement du secteur privé. Vous avez, sur ce triangle, un premier pôle. Ça va être des institutions d'accompagnement. Vous prenez le bureau de mise à niveau qui a assez disparu, mais les experts que nous sommes là. Donc, l'accompagnement, New Generation Firm, je cite plein de cabinets qui peuvent faire dans l'accompagnement. Deuxièmement, le deuxième pôle maintenant, c'est, j'ai appelé ça PDF, pourvoyeur de fonds. De ce pourvoyeur de fonds ici, pour moi, ça veut dire une banque de développement et non une banque commerciale. C'est ce que j'avais proposé depuis... avant même l'entrée en vigueur en 2015 de la banque des PME, j'avais proposé plutôt une banque de développement et l'État s'est entêté pour mettre sur pied une banque commerciale. Et à l'époque, nous avions déjà 12 banques commerciales. Et je m'étais exclamé en disant, qu'est-ce que 12 banques commerciales seraient incapables de faire et que ce ne serait que la seule banque, du fait peut-être de l'onomastique, parce qu'on dit banque des PME, qui serait donc capable, avec son statut d'abord initial de banque commerciale, serait en train de le faire. Or, on s'est rendu compte que la banque de PME qui est arrivée était, j'appelle ça une banque administrative. Monsieur Dipita Tongo, la banque, son rôle c'est quoi? Collecter l'épargne et distribuer le crédit. Je collecte l'épargne à travers quoi? Les points de collecte des agences. Absolument. La banque des PME arrive et s'installe à côté du gouverneur. Non, vous imaginez le gouverneur. Je suis à côté du gouverneur, j'arrive ici à Douala, je fonce en plein cœur d'Aqua, je m'installe là-bas. Alors que les gens sont à Bonabéry, monsieur Dipita, se mettent en costume, comme vous et moi, et vont au travail à côté de la maison parce que l'agence est venue là. Les gens sont à Dakar, ici à Douala, et viennent là parce que l'agence est là. Bonamou, ça dit pareil. Donc la banque s'est retrouvée avec 2 points de collecte pour pouvoir tenter d'encadrer 100 000 PME. Et la banque est limitée à quoi? Oh, les gagnes petits ne sont pas à quoi? Les gagnes petits sont à Bonabéry, sont à Vers-Village, sont à Mabanda, des points comme ça. Donc malheureusement, l'État a mis sur pied une banque, une institution financière qu'il ne fallait pas. Donc pour moi, dans mon poste sur mon triangle, après les institutions d'accompagnement, je mets pourvoyeur de fonds, je veux là-bas une banque de développement. Et après la banque de développement, le troisième pôle de ce triangle, c'est une institution de garantie. Donc si on a institution d'accompagnement, pourvoyeur de fonds, banque de développement et enfin institution de garantie, on a donc cet outil-là, les trois-là qui vont donc mettre la PME au centre de leurs préoccupations et conduire la PME sur des sentiers qui feront en sorte qu'elle devienne le moteur d'une croissance soutenue de l'économie camerounaise. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il reste encore 2 piliers dans ce que je dis. Les pôles d'accompagnement, les institutions d'accompagnement, ça existe déjà, mais il nous reste une banque de développement et une institution de garantie. Si on a donc ces 2 pôles-là ajoutés aux pôles existants, c'est-à-dire les structures d'accompagnement, on peut valablement, et je crois peut-être que c'est l'occasion d'interpeller également la Société nationale d'investissement qui vient d'être réformée, de penser à mettre un outil comme celui-là en place. Parce qu'en fait, le décret que le chef de l'État a pris l'autre jour, et même ces statuts qui ont été approuvés par décret du chef de l'État, disent très bien que la SNI peut créer des agences, peut créer des structures. Donc, j'attends que la SNI crée par exemple une agence qui tiendrait lieu de fonds de garantie et une autre maintenant qui pourrait tenir lieu de banque de développement. Et résultat de course, avec donc des équipes d'experts en mise à niveau qui sont déjà là, plus l'institution de garantie, plus la banque de développement, la PME ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui comme une orpheline. Parce que la PME, vous allez la former. J'ai eu ce gros souci, monsieur Dipita. Je vais vous former. Je suis expert triplement certifié en entrepreneuriat. Vous formez donc tout ce beau monde-là. Et à la fin, on dit, oui, mais la suite. Exact. La suite, tu vas aller maintenant lui sortir son business plan. Oui, c'est très bien. Tu lui sors un bon organigramme, le diagramme de circulation de l'information, le plan de diagnostic. En fait, tout sauf ce dont il a besoin. En fait, il a même besoin de tout ce que vous dites là. Mais en fait, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout. Exact. Okay. Donc, au bout maintenant, ça sera dans cet argent qui sera comme le carburant
Vous imaginez, vous avez besoin de la propreté dans votre voiture, monsieur Bien sûr. Lupita. Vous avez besoin d'une belle peinture, une bonne climatisation, de beaux sièges, un très bon moteur. Mais lorsque vous avez déjà tout fait, vous mettez même, on va dire, la peinture Bordeaux métallisée, vous ouvrez les portières à distance. Tant qu'il n'y a pas ce petit liquide qui coule à travers le pistolet sur l'aile de la voiture, chaque fois Faut oublier le reste. Merci. Voilà, chaque fois que vous allez démarrer, ça ne pourra pas démarrer. Expert en fiscalité et expert formateur certifié ONUDI en diagnostic et mise à niveau des entreprises, Dr Jean-Marie Biada, merci infiniment. Merci beaucoup, Dipita, et merci à nos centaines de millions d'auditeurs et de téléspectateurs surtout qui nous ont regardés ce soir. Votre expertise nous est chère, ce n'est pas la dernière, on en aura certainement d'autres. Bien entendu, je suis disposé. Merci à vous à la maison d'avoir regardé l'entretien ce soir. Le docteur Biada a partagé son savoir, ses connaissances. On espère que vous en avez profité. Bonsoir et à jeudi prochain.